Chers collègues, bonjour. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut modéliser la dérive génétique à l'aide du logiciel et du modèle. Tout d'abord, je vais préciser que le résultat ne sera pas aussi élégant que ce qu'on obtiendrait avec des logiciels dédiés, comme les logiciels, comme les applications de dérive génétique que nous proposons déjà sur le site de l'Académie de Nice. Ici, l'idée, c'est plutôt que ce soit les élèves qui créent le modèle en autonomie, que ce soit les élèves qui définissent les agents de ce modèle et les règles de ce modèle. Alors, ce que vous avez à l'écran, c'est le résultat que l'on souhaite obtenir, c'est-à-dire des individus qui sont matérialisés par différentes couleurs, des individus rouges, bleus et violets. On partira donc d'un exemple hypothétique où la couleur de l'individu est déterminée par deux allèles codominants R et B, RR donnant rouge, BB donnant bleu et RB donnant violet. Alors si j'accélère l'animation, je vais finir par voir une couleur s'imposer. Ici on voit que petit à petit les bleus prennent le dessus. Ce n'est jamais joué d'avance, les rouges peuvent remonter, mais apparemment ça va se terminer plutôt mal pour les rouges. Alors j'attends un petit peu. Ah ben, comme quoi, ce n'est jamais perdu. Les rouges vont-ils remonter la pente grâce aux hétérozygotes? Ce n'est pas dit. Alors le problème de ces modèles, c'est qu'on est dépendant du hasard. Là voilà, au bout de près de 8000 tours, le modèle aboutit à une situation où il n'y a plus que des individus bleus. Parfois c'est beaucoup plus rapide, parfois c'est plus lent, parfois ce sont les rouges qui l'emportent. Je pense que si vous êtes habitué à ce genre de modèle, ça ne vous surprend pas. Bon, alors maintenant il est temps de créer nous-mêmes ce modèle. Alors à présent, je vais vous montrer comment créer ce modèle. Nous voici donc face à la fenêtre du modèle, je l'ai redémarré. Et la première chose à faire, c'est de fixer les dimensions de notre environnement. Alors pour que la dérive génétique soit facile à mettre en évidence, je préconise un environnement relativement petit, 20 colonnes sur 20 lignes, et je vais limiter le nombre d'agents à 30, ce qui permettra de ne pas avoir un environnement qui serait rapidement envahi d'agents. Donc voilà, le damier que nous avons face à nous, c'est l'environnement, 20 colonnes et 20 lignes, et nous allons le peupler avec trois types d'agents correspondant aux trois couleurs que peuvent présenter les individus de notre modèle. Donc je vais cliquer sur Ajouter un agent, et cet agent, je vais le nommer par son génotype, par exemple R. Je vais dire que son apparence sera celle d'un disque de couleur rouge. Pour qu'il laisse la place aux générations suivantes, je vais lui fixer une demi-vie, de façon à ce qu'il ne soit pas immortel. Donc je lui mets une demi-vie de 200 tours, ce qui veut dire qu'au bout de 200 tours, la moitié des agents de ce type auront disparu. Je vais à présent ajouter le deuxième type d'agent. Je clique sur Ajouter un agent. Nom de l'agent BB. Apparence toujours un disque. Et couleur, bleu comme on me le propose. Je vais prendre un bleu plus clair. Demi-vie 200, très bien, et 10 agents en démarrage, je laisse ce qu'il me propose par défaut. Et enfin, le troisième type d'agent, RB, matérialisé par un disque, de couleur violette. Et voilà mes trois agents à l'écran. Si je lance le modèle, à ce stade, ce que je recommande, je pense qu'il est encourageant pour les élèves de régulièrement lancer le modèle pour avoir un retour visuel et voir que les choses se passent plutôt bien pour eux. Donc si les élèves lancent le modèle à ce stade, voilà ce qu'ils obtiennent. Des agents qui bougent dans toutes les directions et dont le nombre diminue sans être compensé par la reproduction. Au bout d'un certain temps, il n'en restera aucun. Tous auront disparu du fait de leur demi-vie. Et voilà. Alors ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de définir des règles, des comportements à ce modèle. Ces comportements ou ces règles correspondent à ce qui va se passer lorsque deux agents se rencontrent. Je vais créer la première règle. J'appuie sur Ajouter un comportement.
Et je vais appeler ce comportement grand R fois grand R, grand R. Ce comportement correspond à ce qui va se passer quand deux individus grand R se rencontrent. Donc réactif grand R, grand R, grand R, grand R. Donc grand R, grand R et grand R, grand R se rencontrent pour donner des petits. Alors quels petits peuvent donner grand R, grand R et grand R, grand R? Uniquement des individus grand R, grand R bien sûr. Donc je remplis 4 cases avec grand R, grand R. Je vais fixer un âge minimal pour éviter que la reproduction soit trop rapide. Je vais imposer que les individus ne puissent se reproduire qu'au bout de 50 tours. Cela leur correspond à une sorte de puberté, on va dire, hein, où les individus n'auront la maturité sexuelle qu'au bout de 50 tours. Et je vais cocher ne conserver aucun réactif, ce qui fait qu'en fait, les 4 cases de la colonne produit correspondront aux enfants. Si je lance le modèle à ce stade, les seuls individus pouvant se reproduire sont les rouges. Évidemment, on va rapidement voir sur le graphique la courbe correspondant au nombre d'individus rouges augmenter et les individus bleus disparaître assez rapidement. Bon, là, je n'ai pas du tout modélisé la dérive génétique, j'ai juste montré que si les individus rouges étaient les seuls à pouvoir se reproduire, fatalement, on arriverait à un moment à exclusivement des individus rouges. Alors, je vais rajouter une nouvelle règle. Que se passe-t-il maintenant lorsque les individus bleus se reproduisent entre eux? Grand B fois grand B, grand B. Donc réactif, bien sûr, grand B et grand B, grand B. Ils ne se reproduiront que quand ils arrivent à l'âge de 50 tours. Et que donne-t-il? Que des individus grand B, grand B. La colonne de droite correspond aux enfants, donc je coche, tous les produits auront un âge de 0. Bon, si je lance le modèle à ce stade, on voit que les individus bleus vont pouvoir se reproduire. Et on arrive fatalement à un moment où il n'y a plus que des homozygotes, c'est-à-dire des grand R et des grand B, grand B. À ce stade, le modèle serait intéressant, puisque fatalement, on commence à voir la dérive génétique se manifester, puisqu'à un moment ou à un autre, il ne restera plus que des individus rouges ou des individus bleus. Mais reste tout de même à définir les règles correspondant au croisement entre les rouges et les bleus. C'est ce qu'on va faire tout de suite, et ça va être un peu plus long. Enfin, voilà, la dérive génétique a fait son travail, il ne reste plus que des individus rouges. Alors que se passe-t-il quand un individu rouge se reproduit avec un individu bleu? Grand R fois BB. Eh bien, on obtiendra uniquement des individus grand R, grand B. Jusque-là, c'est simple. À ce stade, peut-être, il faudra que les élèves construisent un échiquier de croisement. Je coche bien sûr ne conserver aucun réactif, et je valide. Alors, à présent, on va définir la règle qui correspond au cas de figure où deux hétérozygotes se croisent entre eux, c'est-à-dire grand R, grand B fois grand R, grand B. Donc les réactifs, je mets grand R, grand B, grand R, grand B. Et pour les produits, eh bien, il faut que je construise un échiquier de croisement. Le voici. Et qu'obtient-on donc lorsqu'on croise grand R, grand B et grand R, grand B? Un grand R, grand R, un grand B et 2 sur 4 grand R, grand B. Donc c'est ce que je vais rentrer ici. Un grand R, un grand B et 2 RB. Voilà, je valide. Pour autant, ce n'est pas fini. Il faut considérer maintenant les cas suivants. Que se passe-t-il lorsque grand R, grand B croise grand R, grand R? Donc, grand R, grand B fois grand R, grand R. On obtiendra du grand R, grand R, du grand R, grand B, du grand R, grand R et du grand R, grand B. Bien sûr, les élèves seront fortement incités à construire un échiquier de croisement pour ces cas-là.
Dernier cas, hétérozygote fois homozygote, grand B, grand B. Donc grand R, grand B, grand B, grand B, on peut obtenir du grand B, grand B, du grand R, grand B, du grand B, grand B et du grand R, grand B. Voilà. Tous mes cas de figure sont définis. Je peux maintenant tester mon modèle. Je croise les doigts pour ne pas avoir fait d'erreur. Je règle la vitesse au maximum pour voir le plus rapidement possible l'évolution du modèle. Alors comme on peut le voir sur le graphique, les courbes sont absolument chaotiques. Il est très difficile de prévoir, c'est pas qu'il est difficile, c'est qu'il est impossible de prévoir quel génotype va se maintenir, va être fixé. C'est le principe de la dérive génétique. Donc de ne pas chercher d'oscillation ou de phénomènes semi-périodiques. Il n'y en a pas, hein, c'est une courbe parfaitement aléatoire. Et voilà, nous avons terminé sur une victoire entre guillemets des rouges. Je pourrais très bien relancer le modèle et espérer une victoire des bleus. Une victoire, c'est peut-être un mot un peu dur. Disons, on peut espérer une fixation de l'allèle grand B. Donc là, les bleus sont bien partis. Enfin, il n'est jamais acquis de toute façon. Tant qu'il reste un rouge, il y a de l'espoir pour eux. Alors, que va-t-il se passer? Et ils s'accrochent, les rouges. C'est toujours amusant de voir la réaction des élèves lorsqu'ils construisent ce genre de modèle. Ils sont là à encourager telle ou telle couleur comme s'il s'agissait d'une équipe de rugby. Ça fait partie du charme aussi de ce genre de TP. Bon, les rouges refusent de disparaître, on va peut-être pas attendre jusqu'à la fin. Je pense que de toute façon vous avez compris le principe. Ah, voilà, il n'y reste plus que des bleus. Bon, je viens de démontrer que le modèle pouvait aboutir à la fixation d'un allèle ou de l'autre de manière purement aléatoire. Je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à me faire remonter vos expérimentations et vos remarques à l'adresse suivante philippe.cosentino@ac-nice.fr.